La WWE a connu son lot de tragédies, certains catcheurs étant décédés dans des circonstances vraiment tristes. Mais il y a aussi eu des cas où la mort d'un catcheur a été entourée de mystères, laissant des questions et des soupçons sur la façon dont il est mort. Tu veux en savoir plus? Reste dans les parages pour le savoir. Pour commencer cette liste, nous avons Steve Bradley. Ce type avait le potentiel pour devenir une grande star de la WWE, mais les choses ont pris une tournure sombre. Et même aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, les circonstances entourant sa mort sont toujours enveloppées de mystères. Steve James Bisson a commencé sa carrière de catcheur à un âge très jeune, à peine 15 ans. Il fait ses débuts à la WWE 5 ans plus tard, en équipe avec Joe DeLeon. Malheureusement, il s'incline contre les Bodydonnas lors de l'émission WWF Superstars of Wrestling. Mais il n'a pas abandonné. Il a signé un contrat de 3 ans avec la compagnie et s'est mis au travail, s'entraînant sous la direction de son vieil ennemi, M. Pritchard, aux côtés de Kurt Angle, médaillé d'or olympique. Cependant, les choses ne se sont pas vraiment arrangées pour lui. Il a été renvoyé à la Power Pro Wrestling, où il s'est retrouvé dans une querelle avec Angle. Après son passage à la WWE, Steve Bradley a catché dans divers endroits, comme l'IW à Puerto Rico, la Memphis Championship Wrestling, la Heartland Wrestling Association et la célèbre Ohio Valley Wrestling. Vous savez, c'est là que des grands noms comme John Cena, Brock Lesnar, Batista et Randy Orton se sont entraînés. Il est resté 5 ans à la WWE avant de la quitter en 2003. Fait amusant, en 2002, il a même fait équipe avec John Cena pour affronter Christian Cage et Lance Storm, mais malheureusement, ils n'ont pas gagné. Il a ensuite affronté l'icône japonaise Funaki, mais a également perdu. Les choses se sont ralenties pour lui après la WWE, avec seulement 13 matchs au cours des 2 années suivantes. Lors de sa dernière année d'activité en 2005, Steve Bradley a disputé à peu près le même nombre de matchs. Pendant cette période, il a ouvert la Top Rope Wrestling Academy à Manchester, dans le New Hampshire. C'est là que les choses deviennent suspectes. En 2008, il a été découvert mort sur le parking de l'académie. L'académie avait fermé ses portes environ 6 mois avant son décès. Les rapports suggèrent qu'il a été inculpé pour possession d'héroïne le 20 novembre 2008. Pas de témoins, pas de cause claire de la mort. Le décès de Steve Bradley reste une énigme. Malheureusement, c'est une histoire que nous avons déjà entendue à propos d'athlètes aux prises avec la douleur. Mais même si la police n'a pas trouvé d'acte criminel, l'énigme de la mort de Steve Bradley reste non résolue, comme un mystère qui attend d'être percé. Même 30 ans plus tard, la mort par arme blanche de Bruiser Brody reste controversée, mystérieuse et hautement suspecte. L'affaire s'est déroulée aux côtés de plusieurs de ses collègues et nous nous demandons toujours ce qui s'est passé. Frank Donald Goodish, plus connu sous le nom de Bruiser Brody, était une légende du catch sous divers noms, tels que King Kong Brody, le maraudeur masqué et Red River Jack. Il était un adepte des bagarres acharnées qui laissaient souvent tout le monde en sang à la fin du match. Brody était l'événement principal partout où il allait, faisant des apparitions spéciales dans les grandes ligues comme la WCCW, la WWF, la CSW, la CWF et la WA. Et il était un habitué de l'AJPW au Japon. Brody était très protecteur de son personnage de catcheur, rarement prêt à accepter une défaite sur le ring. Il avait la réputation d'être assez imprévisible, infligeant même parfois de véritables coups ou blessures pendant les matchs, ce qui ne faisait absolument pas partie du scénario. Quoi qu'il en soit, ses compétences et sa personnalité lui ont valu une place au sein du St. Louis Wrestling Hall of Fame, Southern Wrestling Hall of Fame, Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame et même le WWE Hall of Fame. C'était une véritable légende, cela ne fait aucun doute. C'est ici que les choses prennent une tournure sombre. Le 17 juillet 1988, à Bayamon, Porto Rico, Bruiser Brody se préparait pour un match lorsque son collègue et booker, José Huertas González, a demandé à lui parler dans la zone des douches à propos d'affaires. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas très clair. Mais ce que l'on sait, c'est que González a fini par poignarder Brody. Et pour ne rien arranger, la foule présente à l'événement a empêché les secours d'arriver à temps pour l'aider. Brody est finalement décédé des suites des coups de couteau. González a été arrêté, mais il a invoqué la légitime défense et s'est tiré d'affaire pour meurtre. Mais attention, des témoins essentiels n'ont même pas pu témoigner parce qu'ils ont été convoqués
alors que le procès était déjà terminé. Oui, c'était vraiment louche. La mort de Neil Superior est assez suspecte, puisqu'elle peut ou non être liée à des brutalités policières. Personne ne le sait vraiment. Entraîné par AFA, et grand nom de la scène indie wrestling du Nord-Est au début des années 90, son décès en 1996 a laissé beaucoup de questions sans réponse. Neil Allen Carricofe, connu sous le nom de Neil Superior, était une figure marquante du catch professionnel américain des années 1990. Il s'est surtout fait connaître sur le circuit indépendant de la côte Est et du Mid-Atlantique, en particulier grâce à son long mandat au sein de la National Wrestling League, NWL. Son règne de 5 ans en tant que champion poids lourd de la NWL reste le plus long de l'histoire de la promotion. Avec Doug Superior, il a formé le formidable tag team The Brothers Superior, qui a été le premier champion tag team de la NWL. Mais attendez, ce n'est pas tout. Neil ne s'est pas contenté d'une seule promotion. Il a mis ses compétences à profit dans des endroits comme l'International World Class Championship Wrestling et la South Atlantic Pro Wrestling, où il a remporté quelques titres. Il s'est même aventuré dans la compétition en solo, se mêlant à des légendes comme The Honky Tonk Man et Rasta the Voodoo Mon. Neil a ouvert sa propre école de catch, devenant ainsi un centre d'entraînement pour les catcheurs de la NWL. Malgré sa mort soudaine au cours de l'été 1996, son héritage a perduré et son impact sur le monde du catch s'est fait sentir longtemps après sa disparition. Le jour de sa mort, Neil Superior a été vu par d'autres personnes séjournant à l'hôtel comme ayant un comportement un peu bizarre. Lorsque la police a essayé de lui parler, les choses ont dégénéré et elle a dû appeler des renforts. Ils ont fini par le maîtriser et le maintenir, mais ils ont alors remarqué qu'il ne respirait plus. L'hôpital a prononcé le décès de Neil Superior et l'autopsie a révélé qu'un mélange de drogue et d'alcool en était la cause. De plus, on a découvert qu'il souffrait d'un trouble neurologique dû à une blessure de catch qui le rendait somnambule. Mais c'est là que les choses se compliquent. Un témoin anonyme a raconté une autre histoire au Washington Post. Selon elle, Neil n'était pas du tout agressif. Au contraire, elle dit qu'il y avait une dizaine de policiers sur lui et qu'ils lui ont même mis un collier pour chien. Elle affirme même qu'ils n'ont pas essayé de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, malgré ce qu'ont dit les officiers. C'est un véritable mystère qui s'ouvre. La famille de M. Superior a ensuite intenté un procès pour brutalité policière d'une valeur de 350 millions de dollars contre le service de police d'Ocean City. Après 4 ans d'enquête, l'affaire a été classée et la décision a été confirmée en appel. Les policiers n'avaient pas recouru à la force meurtrière. Ashley Massaro a fait ses débuts à la WWE après avoir remporté le WWE Diva Search en 2005. Débutant à Rio, elle a plongé dans sa première lutte contre les Vince's Devils, un groupe de femmes méchantes, et a fait équipe avec Trish Stratus. Après avoir fait équipe avec Stratus, Massaro s'est retrouvé dans une autre querelle, cette fois avec la nouvelle venue Mickie James, qui avait un sérieux cas d'envie de Stratus. La jalousie de Mickie a donné lieu à des matchs intenses qui ont valu à Massaro quelques défaites. Ensuite, elle a déménagé à SmackDown et est devenue la valetaille des championnes par équipe, ajoutant un peu de flair à leurs entrées. Elle a connu ses grands moments avec une chance de remporter le championnat féminin de la WWE à WrestleMania 23 et un match sauvage, Playboy Bunny Mania Lumberjill à WrestleMania 24. Massaro a quitté la WWE en juillet 2008, mais son décès soudain en mai 2019 a laissé tout le monde stupéfait. Le 15 mai 2019, après avoir terminé le courrier des fans, elle a manqué le travail à WWSK-FM. Les ambulanciers paramédicaux se sont précipités chez elle le lendemain matin après un appel de secours, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Au moment de son décès, certains médias ont parlé de suicide, tandis que d'autres s'en sont abstenus. Le bureau du médecin légiste n'a pas révélé la cause officielle du décès en raison des lois sur la protection de la vie privée. Cependant, en septembre 2021, un article a confirmé que sa mort était un suicide, ce qui a déclenché des discussions sur la santé mentale au sein de la communauté du catch, en particulier après les décès des catcheuses Anna Kimura et Daphne au cours des années suivantes. Avant sa mort, Massaro avait contribué à un clip vidéo de prévention créé par son collègue de la WWSK, Brian Orlando. La vidéo comprenait une chanson enregistrée avec Brandon B. Brown,
Vinnie Dombrowski et Kevin Martin. Initialement, les plans de publication de la vidéo ont été suspendus après sa mort, mais avec l'approbation de sa famille, la vidéo a finalement été publiée en juillet 2020. C'est une histoire vieille comme le monde dans le monde du catch. Une fois que les projecteurs s'éteignent, certains catcheurs traversent des périodes difficiles. Prenons l'exemple de Dino Bravo. Dans les années 80, il était une star solide comme un roc à la WWE. Mais après avoir pris sa retraite, les choses se sont rapidement dégradées, jusqu'à la tragédie. Dino Bravo a commencé sa carrière de catcheur à 22 ans, en 1970, et l'a poursuivi jusqu'en 1992. Il a fait sa marque dans la Jim Crockett Promotions et a même remporté le titre de champion par équipe de la NWA. Mais soyons réalistes, ce sont ces années à la WWE qui restent dans les esprits. À la fin des années 70, il a fait ses armes à la WWF, mais c'est au milieu des années 80, à la World Wrestling Federation, qu'il s'est vraiment illustré. Vêtu de son maillot bleu bébé caractéristique et de ses cheveux blonds décolorés, Bravo avait l'air d'une grande puissance du catch. Associé à Frenchy Martin en tant que manager pendant un certain temps, Bravo est devenu un pilier de la WWE. Il n'a peut-être pas remporté le championnat de la WWE, mais il a côtoyé des légendes comme Hulk Hogan et l'Ultimate Warrior, et a même participé à plusieurs WrestleMania. Plus tard, il s'est associé au mastodonte Earthquake pour des combats en équipe. Mais en 1992, il raccroche définitivement ses bottes de catcheur. Dino était un adepte de la grande vie, mais une fois que le catch n'était plus à l'ordre du jour, il ne pouvait plus envisager d'être un travailleur typique de 9 à 5. Le catch était son gagne-pain et à l'époque, la WWF était le seul spectacle de la ville. Alors, s'il ne pouvait pas réussir sur le ring, que lui restait-il? Eh bien, son oncle, par alliance, était le chef de la mafia montréalaise et il ne cesse de pousser Dino à travailler pour lui. Au début, il est réfractaire au style de vie de la mafia, mais Dino Bravo finit par succomber en raison des dettes croissantes qu'il a contractées à cause de son train de vie somptueux. En commençant par le trafic de cigarettes illégales, ce qui ne semblait pas trop grave à première vue, les choses se sont rapidement aggravées. Le commerce clandestin de cigarettes étant florissant, les trafiquants de cocaïne y ont vu l'occasion d'étendre leurs activités. Tenté par la promesse d'une grosse somme d'argent, Bravo a accepté un marché impliquant à la fois des cigarettes et de la cocaïne. Vous pouvez deviner où cela a mené. Bravo a commis une erreur coûteuse en laissant près d'un demi-million de dollars de cocaïne dans un entrepôt pendant 3 jours. Le faux pas de Bravo a été découvert par la police. Le 10 mars 1993, à Laval, au Québec, Dino Bravo a connu une fin tragique chez lui, alors qu'il regardait un match de hockey à la télévision. Sa femme et sa fille reviennent de leur cours de ballet et découvrent une scène horrible. Bravo, inanimé dans le salon, la télécommande encore à la main. Il avait reçu jusqu'à 17 balles dans la tête. Malgré tous les efforts déployés, l'assassin de Bravo n'a jamais été retrouvé, laissant derrière lui une scène de crime déroutante. En l'absence de signes d'effraction et d'empreintes de pas à l'extérieur, il semble que Bravo ait involontairement accueilli son agresseur à l'intérieur, et peut-être même partagé quelques instants avant que les choses ne prennent une tournure mortelle. Ensuite, nous avons une famille de catcheurs. La famille von Erich semble avoir été frappée d'une malédiction qui l'a poussé à se soumettre aux griffes de la mort. Il n'y a pas beaucoup de familles de catcheurs qui auraient pu avoir un impact aussi controversé sur le monde du catch que ces gars-là. La famille von Erich était une véritable centrale de talent, dirigée par le seul et unique Fritz von Erich. Mais sur ses 6 fils, 5 ont connu une mort prématurée avant que Fritz lui-même ne casse sa pipe. Tout d'abord, nous avons Jack, qui est mort tragiquement trop tôt à l'âge de 6 ans. Puis David, qui a catché contre des problèmes intestinaux et a malheureusement perdu le combat. Mais ce sont les décès des 3 autres fils de Fritz qui ont été les plus choquants. C'est là que les choses ont vraiment commencé à chauffer. L'infâme gimmick nazi de Fritz a en fait commencé à l'époque où il apprenait les ficelles du métier auprès du légendaire Stu Hart. Mais il n'a pas été le premier catcheur à endosser le rôle de nazi. Non, ce titre revient à Guy Larose, alias Hans Schmidt, qui a inventé ce numéro après la Seconde Guerre mondiale. Mais revenons à Fritz. Le kayfabe l'a présenté comme originaire de Berlin, et il savait comment jouer les méchants. Faisant équipe avec Waldo von Erich,
Ils formaient le duo de méchants par excellence, même si aucun d'entre eux n'était réellement allemand. Mais ils savaient comment se mettre à dos les fans. Mais il y avait une ombre qui planait sur la famille Von Erich. Cela a commencé avec leur plus jeune membre, mais même face à la tragédie, Fritz ne s'est pas laissé abattre. Il poursuit ses voyages hebdomadaires, montrant au monde que rien ne peut l'éloigner de sa passion. Pendant ce temps, les fils Von Erich ont grandi en regardant leur père sur le ring, absorbant toute la sagesse du catch qu'ils pouvaient. Kevin, David et Kerry, nés pratiquement l'un après l'autre, étaient comme un trio de prodiges du catch, apprenant de leur père dès leur plus jeune âge. Le moment venu, ils ont fait irruption sur la scène du catch, prêts à affronter le monde. Kevin, David et Kerry Von Erich sont devenus des noms incontournables de la scène du catch des années 70 et 2000. Et vous savez quoi? C'est en grande partie grâce à leur père. Avec l'explosion de la popularité du catch télévisé, les Von Erich étaient dans une position idéale pour briller et toucher les fans les plus divers. Il est intéressant de noter que chaque frère apportait sa propre touche au ring. Kerry avait le charme et l'allure d'un tueur. David était un magicien de la technique et Kevin, il était très rapide. Ensemble, ils constituaient une force imparable dans le monde du catch. David Von Erich était le magicien technique de la famille, destiné à devenir un grand catcheur. En fait, il était à 2 doigts de faire tomber le champion du monde poids lourd de la NWA, Ric Flair, en 1984. Le décor était planté. Son frère Mike s'étant même chargé d'offrir à David une chance de remporter le titre. Mais alors que l'étoile de David semble sur le point de briller de tout son éclat, une tragédie survient. David a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel, les spéculations allant bon train sur une possible overdose. Mais la vérité a révélé une toute autre histoire. Il s'avère que la mort prématurée de David a été causée par une maladie dévastatrice, l'entérite aiguë, qui a entraîné la rupture de ses intestins et déclenché une crise cardiaque fatale. Les difficultés de la famille Von Erich ne s'arrêtent pas là, puisqu'elles la frappent à nouveau de plein fouet, 3 ans plus tard. En 1987, Mike Von Erich se blesse à l'épaule lors d'une tournée en Israël. Il est opéré le 22 août. Mais les choses se gâtent peu après. Après sa sortie de l'hôpital, la température de Mike a grimpé en flèche jusqu'à un terrifiant 107 degrés, résultat du syndrome du choc toxique. Non seulement il a commencé à perdre du poids et à avoir l'air très malade, mais le syndrome a également causé des lésions cérébrales. Malgré ses efforts pour tenir le coup, la famille s'est efforcée de préserver l'héritage du catch face à la santé déclinante de Mike. La situation s'est encore aggravée lorsque Mike a eu des ennuis avec la justice à la suite d'un délit de conduite en état d'ivresse. À la suite de cet incident, ainsi que de la pression exercée sur lui pour qu'il continue à catcher au même niveau qu'auparavant, Mike n'en pouvait tout simplement plus. Le 12 avril 1987, Mike Von Erich est retrouvé dans un sac de couchage, victime d'une overdose de tranquillisants, à quelques pas de la maison de son enfance. Le 3e des enfants de Fritz est décédé et, malheureusement, d'autres tragédies se profilaient à l'horizon pour les Von Erich. Chris Von Erich rêvait de suivre les traces de ses frères, mais la réalité en a décidé autrement. En tant que cadet de la famille Von Erich, Chris n'a pas les mêmes aptitudes physiques que ses frères et sœurs aînés. Il manquait de taille, de force et d'agilité, ce qui l'empêchait de suivre le rythme sur le ring. Malgré ses limites, Chris s'est lancé dans le monde du catch aux côtés de son frère Kevin au début des années 90. Mais au fil du temps, il est devenu évident qu'il avait du mal à suivre. La pression pour être à la hauteur de l'héritage de ses frères pesait lourdement sur lui, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il commence à plier sous la pression. La perte de son frère Mike a pesé lourd sur Chris, qui a sombré dans la dépression. Pour endormir la douleur, il s'est tourné vers la drogue, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Le 12 septembre 1991, il s'est tragiquement suicidé, et c'est son frère Kevin qui l'a retrouvé. Kerry Von Erich était en quelque sorte l'image de marque de sa famille, avec un physique qui aurait pu faire la couverture de n'importe quel magazine et un charisme digne d'une star de cinéma. En 1984, il arrache à Ric Flair le titre de champion du monde des poids lourds de la NWA, devant 45 000 spectateurs au Texas Stadium. Mais alors qu'il semblait que l'étoile de Kerry était en train de monter,
une tragédie l'a frappé. Un accident de moto le laisse avec une hanche disloquée et lui fait perdre son pied droit. Malgré ce coup dur, Kerry tente de sauver les apparences en cachant au public l'étendue de sa blessure et en s'efforçant de continuer à catcher. Mais la douleur était trop forte pour être supportée, ce qui l'a conduit à une dangereuse dépendance aux analgésiques et lui a même valu d'avoir des démêlés avec la justice. Comme si cela ne suffisait pas, la vie personnelle de Kerry s'effondre. Son mariage s'est effondré, alourdissant encore le poids qui pesait sur ses épaules. Tout cela est devenu trop difficile à gérer et, une semaine à peine après avoir fêté ses 33 ans, Kerry s'est tragiquement donné la mort par balle. Pendant toutes ces tragédies, leur père, Fritz, était toujours en vie, et le poids de chaque mort lui pesait. Dans les dernières années de sa vie, Fritz a commencé à se déstabiliser de plus en plus, allant même jusqu'à menacer son dernier fils, Kevin. En 1997, les souffrances prolongées de Fritz ont pris fin lorsqu'il est décédé, à l'âge de 68 ans, des suites du cancer qui le rongeait. Le mobile de Kerry semble être le moins mystérieux, étant donné ses problèmes de dépression après la mort de son frère et ses problèmes de mariage. Quant à Chris et Michael, leur mort reste la plus grande énigme d'une famille déjà mystérieuse, surtout si l'on considère leur intronisation inattendue au Hall of Fame de la WWE. Cela fait beaucoup de choses qui ne vont pas pour une seule famille. Enfin, la mort de Gino Hernandez reste l'un des événements les plus controversés de l'histoire du catch. Malgré le passage de presque 4 décennies, la cause de sa mort et les personnes qui auraient pu être impliquées sont toujours des sujets très controversés. Le magnifique Gino Hernandez n'avait que 29 ans lorsqu'il a quitté ce monde. En 1986, Gino est devenu l'une des plus grandes stars de la World Class Championship Wrestling. Cependant, sa mort est venue s'ajouter à la longue liste des tragédies qui ont frappé la WCCW, trop de catcheurs talentueux ayant connu une fin prématurée. Avec David Von Erich, Bruiser Brody, Chris Adams et Kerry Von Erich, le décès de Gino marque une nouvelle perte déchirante pour le monde du catch. Gorgeous Gino Hernandez avait atteint le sommet du succès à la WCCW grâce à son travail exceptionnel en tant que méchant et à sa rivalité acharnée avec les frères Von Erich. Au moment de sa mort, Gino avait accompli l'impensable en devenant un rival des Von Erich, encore plus méprisé que les Freebirds, un exploit rendu possible en convainquant son ami de longue date, gentleman Chris Adams, de trahir la famille Von Erich et de se joindre à lui en tant que méchant. Connu sous le nom de The Handsome Half-Breed, l'arrogance de Gino et le fait qu'il dise sortir avec l'actrice Farrah Fawcett n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu, faisant de lui le parfait faire-valoir des favoris des fans. La querelle entre Hernandez et Adams, connue sous le nom de Dynamic Duo, et les Von Erich, s'est transformé en un match cheveux contre cheveux, ajoutant une nouvelle dimension à leur rivalité. Adams s'est engagé à fond dans l'angle, incarnant la cécité à l'intérieur et à l'extérieur du ring. Mais avant que le match tant attendu ne puisse avoir lieu, une tragédie survient avec la mort soudaine de Gino Hernandez. La cause officielle du décès de Gino Hernandez a été déclarée comme étant une overdose, mais son décès est bien plus complexe que ce que l'on pensait au départ. Apparemment, Gino vivait sa gimmick, et ce mode de vie pourrait bien l'avoir mené à sa perte. Gino avait des antécédents de consommation de drogue, allant de la marijuana à la cocaïne, en passant par divers produits dopants, une pratique courante chez les catcheurs des années 70 et 80. Cependant, les circonstances entourant son overdose ont éveillé les soupçons dès le départ. De plus, avant sa mort, Gino a montré des signes de paranoïa, exprimant la crainte que quelqu'un ne veuille le tuer. À l'époque, on a considéré qu'il s'agissait d'une paranoïa due à la drogue. Cependant, sa mort prématurée a laissé penser qu'il y avait peut-être plus de vérité dans ses inquiétudes. Le corps de Gino a été retrouvé quelques jours après sa mort, mais aucune drogue ni aucun objet apparenté n'ont été trouvés à proximité, ce qui ajoute une nouvelle couche au mystère. Pour couronner le tout, la rencontre de sa mère avec un inconnu qui lui proposait de payer les frais d'obsèques n'a fait que rendre la situation encore plus effrayante. Après sa mort, toutes sortes de théories ont vu le jour. Même l'icône du catch, Andre the Giant, a froncé les sourcils quant à la possibilité d'un acte criminel. Nombreux sont ceux qui pensent que les relations de Gino avec des personnages louches et ses dettes potentielles pourrait être à l'origine de sa mort. La famille ayant été tenue à l'écart du corps
et le coroner étant perplexe quant au taux excessif de cocaïne, la situation est devenue encore plus confuse. Le verdict officiel d'intoxication aiguë à la cocaïne n'a fait qu'approfondir le mystère, laissant de nombreuses questions sans réponse sur ce qui est réellement arrivé à Gino. Il existe des théories encore plus folles, comme celle selon laquelle Gino Hernandez aurait simulé sa mort. Cette idée a fait son chemin parce que personne n'a été autorisé à voir son corps après son décès. Et, pour ajouter au mystère, son certificat de décès le décrivait comme un Mexicain obèse. Cependant, ceux qui ont bien connu Gino sont convaincus qu'il est vraiment mort. Jake Roberts s'est exprimé à ce sujet. « Je peux tout à fait imaginer que Gino soit assassiné. Certains des gens qu'il côtoyait avaient beaucoup d'influence. Il aurait pu froisser quelqu'un. Quelle mort vous semble la plus mystérieuse? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.